Yo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment fonctionne le corps humain? Dans cette vidéo, je vais vous montrer des vidéos d'animation et en même temps, je vais vous expliquer comment fonctionne notre corps. Très bien. Sur ce, eh bien, on est parti. Comment fonctionne donc notre corps? Notre corps fonctionne grâce à différents systèmes respiratoires, digestifs, circulatoires, nerveux, musculaires et squelettiques. Chaque système est composé de plusieurs organes qui travaillent ensemble pour la même fonction. Les organes et les systèmes sont en relation les uns avec les autres de façon coordonnée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents systèmes du corps humain, à commencer avec le système respiratoire, le système digestif ensuite, nous poursuivrons, avec aussi le système circulatoire, le système nerveux, et enfin nous terminerons avec le système musculaire et squelettique. Bien, sans plus tarder les potos, nous commençons avec le système respiratoire si vous le voulez bien. C'est parti. La respiration permet aux hommes de récupérer l'oxygène dont ils ont besoin pour survivre et de rejeter les déchets gazeux tels que le gaz carbonique. Le mécanisme de la respiration nécessite la participation et la collaboration de plusieurs organes. Bien, maintenant je vais vous montrer une petite vidéo d'animation qui représente le système respiratoire. Vous avez deux choses dans le système respiratoire. Les voies respiratoires et vous avez les organes qui sont associés au système respiratoire. À commencer avec les voies, ce que l'on appelle aériennes supérieures. Donc, ce qui représente donc le nez et la bouche. Vous avez aussi les autres voies respiratoires comme la trachée, les bronches et voilà, les bronchioles également. Vous avez ensuite les organes associés, donc qui est ici le poumon et le diaphragme. Voilà. Vérifions si c'est vrai ce que je dis. Eh bien, c'est vrai ce que je dis. Regardez. Voilà, vous avez donc le nez, la bouche, la trachée. Voilà, les bronches, les bronchioles. Et vous avez donc les poumons et le diaphragme. Très bien. Maintenant, comment fonctionne la respiration? Eh bien, une nouvelle fois, à travers une vidéo d'animation, je vais vous expliquer comment fonctionne la respiration. Donc, vous avez deux étapes qui est courant dans la respiration. Première étape, vous avez l'inspiration. Le diaphragme se contracte et les poumons se gonflent. Ensuite, vous avez une deuxième étape, l'expiration. Le diaphragme se relâche et les poumons se vident. Voilà. Très bien. Eh bien, sans plus tarder, je vais vous expliquer d'abord pour l'inspiration. Mais avant de vous expliquer comment fonctionne l'inspiration, enfin en tout cas comment on inspire, eh bien voilà les différents organes et voies respiratoires du système respiratoire. Donc vous avez les voies aériennes supérieures, voilà, classique, vous avez donc le nez et la bouche, ici, puis ensuite, en descendant, vous avez la trachée, vous avez les bronches, et à l'intérieur des poumons, vous avez les bronchioles, mais là on les voit pas car ils sont protégés, enfin, car ils sont couverts en tout cas par la membrane du poumon, et vous avez en dessous, eh bien, le diaphragme. Très bien, sans plus tarder, passons à l'explication. Donc, l'air chargé d'oxygène pénètre dans nos poumons au cours de l'inspiration. Une fois dans les poumons, l'air se décharge de son oxygène dans les alvéoles pulmonaires situées à l'extrémité des bronchioles. Bon, on ne les voit pas comme je l'ai indiqué. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est que les bronchioles? Je vais vous expliquer cela après qu'on ait expliqué l'expiration. Voilà. Passons maintenant à l'expiration, si vous le voulez bien. Donc vous avez toujours les même
organes et voies respiratoires du système respiratoire. Donc voilà, vous avez la trachée, les bronches. Enfin bref, voilà, je me répète pas. Vous savez à peu près tout. Très bien. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne l'expiration. Donc au cours de l'expiration, on rejette des déchets, notamment du gaz carbonique. Voilà. Récupéré au cours de cet échange gazeux. Autrement dit, de l'inspiration. Voilà. Alors, j'ai oublié de le dire, mais au cours de l'inspiration, le diaphragme descend parce qu'il est compressé par les poumons qui se gonflent, bien évidemment. Ensuite, pour l'expiration, eh bien, le diaphragme, on va y arriver, remonte, eh bien, justement parce que les poumons se vident et du coup, il n'y a plus de compression sur le diaphragme. Voilà. Très bien. Bien maintenant qu'on a expliqué l'inspiration et l'expiration et qu'on a expliqué comment fonctionne la respiration, eh bien, on va pouvoir passer à l'explication des alvéoles pulmonaires. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une alvéole pulmonaire? Les alvéoles pulmonaires sont des tout petits sacs remplis d'air et présentant une paroi très fine au niveau de laquelle a lieu les échanges gazeux respiratoires. Le très grand nombre d'alvéoles pulmonaires permettent une surface totale d'échange absolument astronomique d'environ 100 mètres au carré. Les alvéoles se gonflent d'air à l'inspiration et se vident lors de l'expiration. La fine paroi est recouverte de très nombreux et très fins vaisseaux sanguins, les capillaires, au travers de la paroi desquels se réalise le véritable échange gazeux. Par ailleurs, afin de protéger le corps, des cellules appelées macrophages digèrent poussières et microbes grâce aux enzymes qu'elles contiennent au niveau des alvéoles pulmonaires. Et bien voilà, à travers un schéma, ce qu'est une alvéole pulmonaire. Donc vous avez les trois couches de l'alvéole pulmonaire. D'abord, vous avez les bronchioles, ce qui constitue les branches des alvéoles pulmonaires. Vous avez donc la première couche, qui est donc la surface de l'alvéole pulmonaire, voilà, le sac alvéolaire, autrement dit. Vous avez ensuite une deuxième couche qui représente l'alvéole et le capillaire sanguin, alvéole. Et vous avez ensuite une troisième couche qui représente eh bien, les veines et les artères des alvéoles pulmonaires. Donc, pour les veines des alvéoles pulmonaires, on va appeler ça les vénules, et les artères, les artérioles. Voilà, donc c'est à peu près la même, c'est le même nom, enfin, à vrai dire, ça se rapproche un peu du même nom enfin, comment dire, en fait, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais pour les veines nulles et artérioles, ça se rapproche du même nom que les veines et les artères des mains ou des jambes ou du cœur, enfin bref, voilà. Sauf que là, en fait, on va parler de vénules pour les alvéoles pulmonaires et les artérioles. En fait, c'est à peu près la même chose que les veines et les artères. Voilà, tout simplement. Bien. La respiration est un phénomène automatique et inconscient. Au repos, le rythme ou fréquence respiratoire d'un adulte moyen est de 16 respirations par minute. Chaque jour, un adulte inspire environ 8000 litres d'air, à raison de 0,5 litres d'air environ par inspiration. Bien, passons maintenant au système digestif, vu qu'on a vu eh bien, le système respiratoire. Le système digestif permet, grâce à d'autres organes, et à plusieurs organes, de prendre la nourriture, de digérer, autrement dit de transformer les aliments en nutriments, essentiels pour le corps, et d'évacuer le surplus. On considère 3 parties dans l'appareil digestif. Les éléments de la cavité buccale, les éléments du tube digestif et enfin les glandes annexes. Bien. Voyons voir les compositions et rôles des éléments du tube digestif. D'abord, l'œsophage transporte les aliments solides et les liquides déglutis vers l'estomac. Tiens, justement, vu qu'on parle d'estomac, eh bien, qu'est-ce que c'est que l'estomac? L'estomac
une portion de tube digestif de 15 cm de haut environ et contenant un volume compris entre 0,5 litres à vide jusqu'à 4 litres. L'estomac est situé entre l'œsophage et le duodénum. Œsophage, duodénum. Et permet d'assurer la digestion, c'est-à-dire de casser les molécules en plus petites molécules, grâce aux fonctions mécaniques, appelées brassage, et chimiques en mélangeant les sucs gastriques aux aliments. Il déverse alors 2 à 6 heures après une pâte appelée chyme dans l'intestin grêle. Parlons maintenant des intestins. Les intestins s'étendent de la sortie de l'estomac jusqu'à l'anus. Ils se divisent en 2 parties, l'intestin grêle et le gros intestin, ou familièrement appelé côlon. La fonction des intestins est d'assurer l'assimilation des nutriments issus des aliments ingérés dans le sang. L'intestin grêle poursuit l'action de la digestion de l'estomac en réduisant les petites molécules issues de l'estomac, la plupart des protéines, des glucides, des lipides, en nutriments assimilables par l'organisme. La surface d'échange avec le sang est très importante grâce à la multitude de plis et villosités. Il mesure environ 7 à 8 mètres dans le corps. Le gros intestin maintenant prépare l'excrétion du surplus grâce à la flore bactérienne qui l'héberge et symbiose et dont la fonction est de décomposer les molécules que le corps humain n'est pas capable d'assimiler. Et tout cela remonte et redescend jusqu'au... Voilà quoi. On va pas vous en faire tout un dessin. Très bien. Voyons maintenant voir les compositions et les rôles des éléments de la cavité buccale. Les lèvres. Les parties charnues et pigmentées bordant la bouche et couvrant les dents. Les lèvres n'ont pas de véritable rôle dans le système digestif. Les dents permettent de sectionner les aliments avec les incisives, la mastication et le broyage avec les molaires et prémolaires, et le déchiquetage avec les canines. La langue, le muscle le plus fort par rapport à sa taille, très vascularisé, joue un rôle dans la mastication et la déglutition. Les glandes salivaires, sont des organes qui sont à l'origine de la fabrication et de l'excrétion de la salive. La salive a pour rôle d'humidifier les muqueuses du système digestif supérieur, de participer aux premières étapes de la digestion et de faciliter la progression des aliments. Le pharynx maintenant, concernant son rôle au niveau digestif, il intervient dans la déglutition. Voilà. Voyons maintenant les compositions et rôles des glandes annexes. Le foie se situe dans la cavité péritonéale et présente une double vascularisation et est un organe vital par sa fonction principale qui est de détoxiquer ce qui est ingéré dans l'appareil digestif. Il sécrète une substance, la bile, jusqu'à 1 litre par jour qui se déverse par les canaux biliaires dans l'intestin grêle où elle permet de digérer les graisses avec les enzymes du pancréas et permet de détoxiquer l'organisme. Enfin, la bile permet de neutraliser le chyme gastrique acide issu de l'estomac grâce à des ions basiques. La vésicule biliaire est un organe en forme de poire qui stocke et concentre la bile sécrétée en continu par le foie jusqu'à ce que le corps l'utilise pour la digestion. Le pancréas maintenant. On le voit pas trop bien et pourtant il est ici, compressé par l'estomac, à vrai dire. Le pancréas avoisine les 15 cm de long pour une masse allant de 70 à 100 grammes et est la deuxième glande la plus grosse en volume après le foie. Le pancréas sécrète des enzymes et des hormones nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Le rôle essentiel de l'appareil digestif est d'assimiler
d'absorber les nutriments dans la circulation sanguine et lymphatique, et d'éliminer les éléments non assimilables. Le tube digestif d'un homme adulte mesure environ 7,5 mètres de long. Bien, maintenant qu'on a vu le système digestif, on peut maintenant passer au système circulatoire. L'appareil circulatoire ou système cardiovasculaire est un véritable réseau très étendu et très précis. Le cœur et les vaisseaux constituent cet appareil qui irrigue les différents tissus du corps. Les vaisseaux sanguins, les veines en bleu et les artères en rouge partent du cœur qui fait office de pompe et emmène le sang dans tout le corps. Il apporte de l'oxygène, des nutriments, des hormones indispensables à tout notre organisme. Les artères, en rouge, sont les vaisseaux qui conduisent le sang enrichi en oxygène depuis le cœur jusque dans les organes. Les veines, en bleu, sont les vaisseaux qui ramènent le sang chargé des déchets et de gaz carbonique depuis les organes vers le cœur. Le sang qui transporte l'oxygène et les nutriments nécessaires à la vie de toutes les cellules du corps circule entre le cœur et les organes par un réseau d'artères et de veines très dense. Le sang, enrichi en oxygène au niveau de la circulation pulmonaire, part du cœur et arrive aux organes par les artères. Au niveau des organes, les vaisseaux se rétrécissent en capillaires très fins, permettant des échanges de nutriments et de gaz avec les tissus. Le sang chargé des déchets et de gaz carbonique retourne au cœur par les veines. Voilà donc, vous avez donc le cœur ici et les artères en rouge. Voilà, et les veines en bleu. Bien. Voilà une petite animation que je vous repropose encore pour le système circulatoire. Donc vous avez le chemin qu'emprunte le sang du poumon vers le cœur, en tout cas des artères. Et vous avez donc ici les veines et les artères ici. Voilà, tout simplement. Donc les artères partent bien évidemment du poumon, du côté droit, pour ensuite se diriger vers le cœur et rentrer dans l'oreillette droite. Et ensuite, à la prochaine contraction du cœur, le sang rentrera dans le ventricule droit. Ensuite, le sang est dirigé vers les organes les différents organes du corps. Donc le foie, les reins, bref. Et ensuite, une fois que ce sang est transformé en dioxygène, en fait, je sais pas si c'est vraiment du dioxygène, je crois. Enfin, je sais pas trop. En fait, je sais pas trop. Oh là là, le malaise. Le malaise. Non, mais ça va m'en venir. Voilà, le sang qui est déchargé en oxygène se dirige vers le ventricule gauche. Enfin, d'abord passe dans l'oreillette gauche et se dirige. Enfin, et attendez, on va y arriver. Donc le sang déchargé en oxygène se dirige vers le cœur, vers l'oreillette en premier temps, vers l'oreillette gauche, et ensuite vers le ventricule gauche, et repart vers les poumons gauche. Voilà. J'espère que vous aurez compris à peu près ce que je voulais dire. Et ensuite, ainsi de suite, le sang est rechargé en oxygène par le poumon, et ensuite repasse dans le sang chargé en oxygène, repasse dans le ventricule droit, dans l'oreillette droite, on va y arriver, et dans le ventricule droite, ainsi de suite, et repart dans tout l'organisme, et une fois à nouveau,
le sang est déchargé en oxygène et repart vers le cœur, vers l'oreillette gauche, ventricule gauche, repart vers les poumons, ensuite les poumons droits qui rechargent le sang en oxygène, ainsi de suite. Enfin bref, voilà, c'est infini, ça continue, c'est infini. Voilà, tout simplement. J'espère que vous aurez à peu près compris. J'ai galéré un petit temps à vous expliquer cela. Mais bon, j'ai enfin réussi à voilà, à vous faire cette explication. Bien, on peut maintenant passer au système nerveux. Le système nerveux est un système en réseau formé des organes de sens, de nerfs, de l'encéphale, de la moelle épinière, voilà, des méninges. Il coordonne les mouvements musculaires, contrôle le fonctionnement des organes, véhicule les informations sensorielles et motrices et régule l'intellect. Voilà. Vous avez donc un petit schéma qui représente voilà, les différents nerfs, sens, encéphale de la moelle épinière, et les méninges, c'est ce qui constitue la membrane autour du cerveau, bien évidemment. Donc vous avez donc voilà les sens, les nerfs qui sont marqués ici. Donc vous avez le plexus brachial qui est ici, le nerf musculo-cutané, le nerf radial, le nerf médian qui est ici, le nerf philo-hypogastrique, ici le nerf génitofémoral qui est ici le nerf obturateur, le nerf urinaire. Vous avez ensuite le nerf périnéal commun, le nerf périnéal profond, le nerf périnéal superficiel, et de l'autre côté vous avez donc le cerveau, le cervelet, ici, le cordon médulaire, les nerfs de membrure intermédiaire ici et là, le nerf costal ici, le plexus lombaire ici et là, vous avez le plexus sacré ici et là aussi, le nerf fémoral, le nerf pudendal, le nerf sciatique, la branche musculaire du nerf fémoral ici, le nerf saphène et le nerf tibial, qui constitue, bien sûr, comme le nom l'indique, le nerf du tibia. Bien. Le système nerveux humain est responsable de l'envoi, de la réception et du traitement des influx nerveux. Tous les muscles et les organes du corps dépendent de ces influx nerveux pour fonctionner. Bien, maintenant passons au système musculaire et squelettique. Le système musculaire et squelettique est composé de muscles, d'os et d'articulations. Le corps humain est composé de plus de 600 muscles et de 200 os et tissus osseux. Les muscles sont généralement rattachés aux os et aux articulations. Les os ont pour rôle de protéger, de soutenir et de supporter les différentes parties du corps. C'est aussi eux qui nous permettent de rester debout. Les muscles squelettiques sont fixés aux os par les tendons et lorsqu'ils se contractent font bouger les os et provoquent le mouvement. De plus, les cellules sanguines sont produites dans la moelle osseuse rouge de certains os longs. Voici une petite carte, un petit schéma, si vous préférez, des différents muscles du corps. Donc vous avez l'orbiculaire des paupières ici, l'orbiculaire des lèvres qui se situe au niveau de la bouche, le deltoïde, le grand pectoral, voilà, le biceps brachial, les muscles abdominaux qui sont ici, là et là, le quadriceps au niveau du fémur, le lambier antérieur au niveau du tibia, le muscle sternocléidomastoïdien qui se situe derrière la nuque et qui sont responsables des torticolis,
quand on se couche mal ou quand on se met dans une position inconfortable quand on dort. Le trapèze, le triceps brachial, ici, le grand dorsal, là et là. Le grand fessier au niveau des fesses, le biceps crural derrière le fémur, le demi-tendineux aussi qui sont derrière le fémur, les jumeaux du triceps rural ici et là, et vous avez le tendon d'Achille qui se situe au niveau des talons. Bien. Maintenant, à travers une vidéo d'animation, je vais vous montrer les différentes parties du squelette que dans le corps nous possédons. Bien sûr, il y a 200 os, mais c'est impossible de tous les citer. Donc j'ai pas mis beaucoup d'éléments sur le squelette. Mais ceci dit, voilà, on peut voir le crâne ici, voilà, le sternum qui se situe au milieu du thorax, les côtes, la colonne vertébrale derrière dans le dos, le cubitus. Voilà donc, vous avez le tibia, le péroné, la rotule, au milieu des genoux, le fémur. Donc la rotule est ce qui permet à nos jambes. Vous avez donc le fémur, donc voilà, le radius, et de l'autre côté vous avez le cubitus, l'humérus, la clavicule et l'omoplate qui se situe ici. Très bien. Eh bien on en a terminé avec cette vidéo les potos. Une vidéo qui aura duré quand même près d'une demi-heure. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai très bien expliqué les choses, et j'espère que vous aurez compris ce que j'ai expliqué. Sur ce, je vous laisse ici. On se retrouve, je pense, tout à l'heure pour un nouveau point météo. Et puis, quant à moi, je vous laisse ici. Et puis, eh ben, on se retrouve tout à l'heure pour le point météo. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure les potes.